Voilà, alors moi je joue le rôle du sceptique, du c'était mieux avant, mais je vais essayer de ne pas tomber dans le panneau de critiquer à tout va. Et donc il est pas question d'être sceptique vis-à-vis des performances de l'intelligence artificielle, et sans aucun doute, ses capacités de traitement sont absolument innombrables, et ça serait lutter avec une mort annoncée contre le pouvoir de l'intelligence artificielle. Alors, un petit rappel du Candide pour les candides. L'intelligence artificielle, c'est la construction de programmes informatiques capables de faire des tâches que l'on assimile à l'intelligence humaine, avec comme but d'augmenter, d'assister les capacités du raisonnement humain et donc de développer nos capacités. Alors, un simple exemple, traitement d'informations massives, de l'image, de l'imagerie, de la radiologie, eh bien, par un apprentissage supervisé, on va y revenir, c'est l'établissement d'un diagnostic à partir d'exemples qui sont fournis par des experts. Donc, on doit donner un très grand nombre de data qui vont être annotés, et c'est l'algorithme lui-même, seul, qui doit extraire le chemin pour aller de l'image au diagnostic. Il voit l'image, l'expert lui donne le diagnostic, et il se débrouille sans qu'on intervienne pour trouver le chemin de l'un à l'autre. Premier problème, c'est quelles données ? Quelles données ? Il faut en fait définir des paramètres et l'anomalie présente sur la radio, exemple une hernie discale, et après l'algorithme va faire, à partir des images qu'on connaît, sur lesquelles elle va s'entraîner, puis elle va devoir raisonner. Elle va devoir raisonner sur des nouvelles images qu'elle n'a jamais vues, en se basant sur ce qu'on lui a dit, cette image correspond à cela, à partir de pixels et de points 0 ou 1 à l'arrivée. Et en fait, il faut des millions de données pour qu'elle y arrive à prendre le raisonnement. Et de ce fait, on va combiner cet apprentissage avec des modèles connus d'anatomie, de physiologie, pour limiter le nombre de données, sinon ça serait pas jouable. Et sans ces connaissances connues d'anatomie ou de physiologie, les données d'entraînement doivent intégrer même les cas les plus rares, la tumeur la plus exceptionnelle, etc., etc. Et ça pose un problème sur la reproductibilité des différents outils d'intelligence artificielle, puisqu'ils ne vont pas se baser évidemment sur les mêmes modèles. Alors, des sociétés, on pourrait l'imaginer, seraient tentées de limiter le nombre de données avec le coût que ça représente, avec des résultats qui seraient faux. On aurait des biais qui seraient liés à l'âge, au sexe, à l'ethnie, etc. Ça a été démontré, publié. Il faut aussi assez de cas normaux, puisque pour définir un état pathologique, il faut un état normal. Et ça peut poser un vrai problème éthique, parce qu'il n'y a pas que l'IRM qui peut nous permettre, si on veut s'intéresser à la scoliose ou spondylo ou autre, il est clair qu'on aura besoin pour l'instant de rayons. Et donc, donner des standards, ça pose un problème sur le plan éthique. Alors, qui pour collecter toutes les datas, puis qui pour alimenter l'intelligence artificielle ? Comment traduire certaines données qu'on va voir en langage informatique ? Vous savez bien que la médecine, c'est un art, et l'art de la nuance, et c'est un art approximatif et qui n'est jamais exact. Jamais exact, pardon. Et puis, ça devrait être un art individuel. Individuel vis-à-vis du patient, mais aussi vis-à-vis du chirurgien. Ça, c'est pas un algorithme, c'est ma consultation. J'ai essayé de voir quelle data j'avais besoin pour prendre une décision. Eh bien, il y a une cinquantaine de data à gauche qui est de la clinique, de l'interrogatoire, et puis il y a toute l'imagerie à droite. Ça, c'est pas compliqué pour un algorithme, ça fait pas beaucoup de données, même si chacune peut se multiplier à l'infini. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que la consultation, elle va se dérouler, comme vous le savez, dans un contexte social. Pourquoi il y a cette consultation ? Quelle est la demande ? Qui a motivé la consultation ? Comment expliquer à l'intelligence artificielle, en langage informatique, que ce n'est pas parce que je suis un homme, que je suis pêcheur, que j'ai 60 ou 70 ans, que je vais avoir un mode de vie complètement différent, une demande fonctionnelle différente, et que nous, on aura un but différent entre ces deux malades. Est-ce que vous êtes capable de savoir pourquoi vous ne voulez pas opérer cette patiente avant même d'avoir regardé ses radios ? Vous avez mal où ? J'ai mal partout.
Vous voyez qu'elle bouge bien, elle se plie, elle a fait tomber son parapluie, qu'elle ramasse son problème. Rien ne marche, aucun traitement ne m'améliore. J'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, j'ai mal au crâne quand je prends des antalgiques. L'infiltration, ça me faisait super mal, c'est pire qu'avant. Je ne peux pas faire d'IRM, je suis claustrophobe. On n'a aucune réponse claire à nos questions. Et puis pire encore, elle sort son carnet quand on commence à lui expliquer le risque de la chirurgie. Eh bien, comment vous allez expliquer votre sentiment vis-à-vis de cette patiente à un robot? Moi, je ne sais pas comment faire. Ça reste une notion totalement subjective. Mais vis-à-vis du soignant aussi, ça doit être un art individuel. On a chacun notre spécialité, on a chacun notre maîtrise technique, on vient de le voir à l'instant, et puis on a chacun des conditions de travail différentes. Certains vont avoir un chirurgien d'abord, n'hésiteront pas à faire un abord antérieur, d'autres préféreront passer par derrière systématiquement. Notre milieu professionnel, moi j'ai arrêté de faire des doubles arthroplasties depuis que je suis en libéral, je ne veux pas d'emmerde. Donc avant je l'aurais fait, aujourd'hui c'est terminé. C'est uniquement lié à mon milieu de travail, pas du tout à mon malade. Et puis si vous avez un matériel très sophistiqué, on vient d'en parler, vous n'hésiterez pas à faire des chirurgies difficiles. Et puis si vous avez des complications la veille de votre consultation, je suis sûr qu'on n'aura pas la même attitude, j'ai aucun doute là-dessus. L'exemple de droite, c'est une malade à moi, il y a une quinzaine d'années. Elle s'est luxée sa prothèse à J5, J6, et je l'ai repris. La prothèse, elle s'est luxée pas parce qu'elle était instable ou autre, parce que la patiente, elle avait un peu mal au ventre, elle était un petit peu doudouille, et l'infirmière lui a glissé un bassin sous le ventre pour pouvoir la faire pisser, et elle s'est luxée. Mais c'était toujours une indication à une prothèse. Mais je ne voulais pas d'ennui, j'ai dit une fois, ça va peut-être passer, mais pas deux fois. J'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis même la date d'anniversaire, le tempérament. Il y a un papier qui est sorti, je ne l'ai pas retrouvé, mais qui montre que statistiquement, on a plus de complications chirurgicales le jour de son anniversaire, du chirurgien. Et hier, c'était Bertrand qui nous a montré également qu'une plainte va modifier votre comportement et votre choix. Et c'est certainement normal. Notre pilote nous a montré qu'au fur et à mesure du temps, on n'a pas du tout le même comportement avec l'expérience, mais aussi peut-être avec le vieillissement et la fatigue, l'enthousiasme du départ. Comment passer toutes ces informations à un ordinateur? Alors, au bloc opératoire, l'émotion, est-ce qu'elle est nuisible? Peut-être, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi nécessaire? Quand on va avoir une journée qui est longue, qui est difficile, quand on va avoir été de garde la veille, par exemple, eh bien, on n'aura pas le même comportement et on va s'y adapter. Les différents aides n'apportent pas la même qualité d'assistance. La qualité de l'anesthésiste n'est pas toujours la même. Et donc tout ça, ça doit être pris en compte dans notre décision en pair-op. Et si c'est de l'intelligence artificielle qui fait le choix à notre place, il ne pourra pas prendre en compte ces facteurs-là. Le troisième problème, c'est le chemin utilisé entre les données et la conclusion. Eh bien, on ne la connaît pas. Quand Einstein il sort sa formule, les mathématiciens, ils sont capables de dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas. Vous savez qu'il y en a deux types, non supervisés, c'est la machine qui crée toute seule son chemin, à partir d'une base de données, et puis elle va créer des groupes de patients similaires, parce qu'elle va trouver des régularités dans les données, et elle va faire un paquet de malades, et un autre, et un autre. Et l'algorithme apprend tout seul à extraire les données, par exemple des images pour le diagnostic. Mais la machine, Jean-Paul, tu le disais tout à l'heure, elle peut bugger, comme nous, et elle va conclure quand même, elle va donner une conclusion. Et on peut, à partir de là, aboutir à des erreurs. Un exemple tout à fait typique qui a été publié, c'est pas facile pour une machine de distinguer un loup avec un chien. Sauf que la machine avait dépisté que quand il y avait de la neige, c'était un loup. Parce que les photos de loups sont plus souvent dans la montagne, sur la neige. Du coup, dès qu'on posait un chien sur la neige, elle disait c'est un loup. Parce qu'elle avait trouvé un élément qui lui donnait statistiquement, effectivement, la bonne réponse. Si on commence à se tromper sur des trucs comme ça peut nous inquiéter sur notre avenir. Et aux États-Unis, par exemple, l'intelligence artificielle avait montré que pour choisir un directeur de banque, il fallait un homme qui ne soit pas noir et qui n'ait pas un prénom connoté. Parce qu'il avait repéré que dans les banques, les directeurs de banque étaient blancs, il s'appelait Henry, et et c'était un homme. Donc, à partir de là, tous les résultats sont totalement biaisés, et en chirurgie, on peut un peu s'inquiéter.
À l'inverse, quand c'est supervisé, quand c'est un expert qui va lui dire « Voilà, ça, c'est un spondylolisthésis, il faut l'opérer. Et qu'il faut l'opérer comme ça. » Il y a plusieurs chemins qui vont parfois aller à la conclusion. Si, avec mon fidèle camarade Alexandre, on regarde une radio ensemble, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on aboutisse à peu près au même résultat et à la même intervention quand il faut l'opérer. Mais si vous mettiez mon vieux patron avec Raymond Roy-Camille pour traiter un spondylolisthésis, les deux auraient fait exactement l'inverse. Il y en aurait un qui l'aurait fendu par devant, de haut en bas, pour lui mettre des plaques et des vis, et l'autre qui l'aurait fendu par derrière. Allez expliquer ça à l'intelligence artificielle. Et pourtant, les deux obtenaient très certainement le même résultat, parce que les deux faisaient ce qu'ils savaient faire. C'est peut-être ça la leçon, en fait. Quatrième problème, c'est que ces datas, elles ont une valeur inestimable. Et vous comprendrez bien que les banques, les assurances, les mutuelles, les États sont très intéressés. Et les preuves dans la littérature sont innombrables, pas seulement par Snowden, mais par beaucoup d'autres. Vous voyez qu'il y a 400 milliards d'euros de data brokers, de budget data brokers, à propos du médical, de la santé, pour ces datas. Évidemment, c'est des données qui intéressent beaucoup de gens. Et vous voyez, il y a une espèce de pression terrible. Voilà 2 articles qui étaient sortis dans la grande presse. Si l'accès légal et technique aux données de santé ne devient pas plus facile en France, l'intelligence artificielle risque de se tourner vers d'autres pays. Genre, si vous ne voulez pas, on ira voir ailleurs. Et là, si la France ne va pas assez vite sur les données, elle n'ira pas assez vite sur l'IA. Vous voyez qu'il y a une pression terrible. Alors, on ira où? On ira dans des pays émergents, ou au contraire des pays au capitalisme galopant avec lesquels on peut rentrer en conflit, avec lesquels on peut rentrer en guerre, et qui vont parfois fabriquer les médicaments qu'on n'est plus capable de faire nous-mêmes. Mais on nous annonce que si on ne va pas assez vite, nous, on partira ailleurs. Les GAFA, ils ne sont pas en reste. Vous voyez que ça, c'est un exemple absolument dramatique. En Angleterre, c'était en 2012, c'est Google qui avait récupéré 1,6 million de données médicales de patients, données par l'État. Et l'État s'est rendu compte que ces données étaient utilisées dans un cadre plus large que prévu et qu'elles n'avaient pas été anonymisées. Donc 1,6 million de patients anglais ont vu toutes leurs données non anonymisées partir chez Google. Je vous supplie de regarder cette émission. Elle est encore sur Internet, sur la 2. C'est extraordinaire. C'est 1h30 qui est 2 heures presque, qui est extraordinaire. On a la démonstration, entre autres, qu'à partir de 6 items, le pays, la région, la date de naissance, le sexe, marié ou divorcé, et le type d'études, à partir d'une base de données de 66 millions de Français, un ingénieur belge qui travaille au Royal London College aboutit à 2 individus en France. Vous n'avez ni le nom, ni le prénom de l'individu. Si ça, ce n'est pas dans toutes nos bases de données, et si vous rajoutez « travail ou travaille pas », je n'avais pas réussi à tirer la photo du film, il n'y a plus qu'un individu qui l'a trouvé. Alors, même si c'est anonymisé, regardez cette émission et vous aurez froid dans le dos. Le 5e problème, c'est normal, et on l'a dit, il y a des bugs et l'intelligence artificielle, elle peut se tromper. Qui doit être tenu responsable quand elle se trompe? C'est ce que tu disais, là, Jean-Paul. Vous voyez ici, ça c'est un diagnostic de mélanome. Eh bien, si par une adverse attaque, volontaire ou non, vous tournez d'un quart de tour ce mélanome, il était bénin, il devient malin. Vous connaissez la voiture autonome? Eh bien, par une modification invisible à l'œil humain, un panneau sens interdit peut être modifié en panneau 100 km/h. Tout ça est publié. C'est l'effet boîte noire aussi, l'algo, elle comprend des millions de paramètres, on ne sait absolument pas comment elle fonctionne. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas corriger puisqu'on ne sait même pas quel est le paramètre qui crée l'erreur. Or, toute machine est piratable, c'est les data scientists qui le disent. Alors, Monsieur Leblanc, je suis allé voir ce qu'il faisait, parce qu'évidemment, il fallait que j'anticipe les coups. Et c'est très intéressant. Et donc, effectivement, le problème de responsabilité, il est bien présent. Mais donc, ça pose un réel problème qui est absolument fondamental, c'est la formation. On parlait de la formation de visée pédiculaire. Mais la formation de nos futurs médecins qui vont être envahis par l'intelligence artificielle, mais aussi des data scientists qui vont être envahis par des données médicales, il faut absolument tout revoir.
Mais il y aura un décalage, c'est fatal, parce que ça y est, l'intelligence artificielle, elle est dans notre hôpital, dans notre clinique. Sauf que les médecins qui sortent de la fac aujourd'hui, ils n'ont aucune formation sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que dans les 30 ans de carrière qu'ils vont avoir devant eux, ils vont devoir apprendre tout seuls et essayer de comprendre ce qui se passe. On va, pendant 30 ans, vivre avec l'intelligence artificielle et la santé sans avoir été formés dans les hôpitaux. Et donc, par exemple, là, Cédric Villani, dans son rapport remis à Macron, a dit qu'il fallait désigner un médecin référent, sachant qu'il n'y a aucune formation aujourd'hui sur ces données-là, ou créer des comités d'éthique. Or, ça y est, ce n'est pas seulement pour le diagnostic, c'est au bloc. Il y a plein de papiers qui sortent avec l'intelligence artificielle qui intervient dans nos blocs opératoires. Et puis, M. Maresco, il a même expliqué que ça allait pouvoir dicter notre façon d'opérer. Selon IBM, vous voyez, en fonction des formes de cancer, ces recommandations de traitement vont dans le même sens que celles des médecins dans au moins 8 cas sur 10. En fait, on arrive à l'évidence base médecine dictée par l'intelligence artificielle. Sauf que, l'an dernier, des doutes sont apparus sur la fiabilité des conseils donnés par Watson, donc qui est l'ingénieur. L'un des projets phares menés par le centre médical au Texas a été abandonné. Sauf que pendant ce temps-là, ces recommandations, mais il y a des gens qui vont les utiliser contre nous avant que ça fasse machine arrière. Je vous le disais, Marescu expliquait qu'avec des caméras dans les blocs opératoires, on allait optimiser l'occupation des salles d'opération. Mais moi, je vois ça, là, arriver au bloc, là, on va être des vrais ouvriers, ça n'a rien de péjoratif, mais qui vont avoir une vie qui va être dirigée par l'intelligence artificielle pour optimiser. Et vous pensez bien que les directeurs d'hôpitaux et de cliniques vont être ravis de faire ça. Et puis, ça va modifier notre façon de pratiquer. En effet, il y a un biais qui est connu, qui est le biais appelé d'automatisation. C'est quoi? C'est la tendance humaine à faire plus confiance aux machines qu'à son propre jugement. Pendant que la machine, elle opère, certains, sérieux, concentrés, scientifiques, vont rester à surveiller ce que fait la machine. D'autres vont s'adonner à d'autres plaisirs. Et il est évident, et c'est démontré, que le biais d'automatisation va diminuer la qualité du service médical. Quand vous relisez un courrier que vous avez, vous êtes effrayé parfois parce que vous passez à côté des fautes, parce qu'en fait, vous partez du principe que c'est bon. Et donc, vous laissez passer des trucs, c'est beaucoup plus dur que d'écrire en partant de zéro. Enfin, dernier problème, il y en a beaucoup d'autres, c'est l'emballement de l'intelligence artificielle, parce qu'elle s'améliore de façon autonome. Elle apprend par elle-même. Et donc, elle va découvrir des données d'apprentissage qui n'étaient pas cohérentes, et elle va les sélectionner elle-même. Elle va virer des datas que vous lui aurez données. Et puis, alors, le summum du summum, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Elle a conscience d'elle-même, c'est donc l'homme artificiel. Ah, il y avait le dernier problème que je n'avais pas enlevé, mais je vais être trop long, c'est celui des politiques, avec le problème de la recherche de l'augmentation humaine. On a eu des exemples par le passé, et on peut facilement imaginer les tentations de certains gouvernements, certaines fédérations sportives, pour utiliser nos datas médicales pour améliorer les performances de leurs athlètes. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ça y est, c'est fait. L'intelligence artificielle, elle est entrée dans notre quotidien. J'ai la chance d'avoir un gendre qui est data scientist, il m'a appris beaucoup de choses. Heureusement qu'il était là, lui. Eh bien, il m'a démontré qu'il y a des caméras dans votre grand magasin qui filment les gens, et ils ont pu démontrer comme ça que si un homme va acheter des couches, il va acheter de la bière après. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la bière à côté des couches. Et ils peuvent comme ça vous organiser votre passage que vous croyez parfaitement dirigé par votre cerveau, mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Elle est entrée dans le monde quotidien de la santé, c'est clair, j'espère que vous l'aurez admis. Elle interprète aujourd'hui nos IRM, et je vous avoue que je travaille en intelligence artificielle, j'espère qu'il est là, Eric, sur les analyses en intelligence artificielle de nos IRM, et elle est en train d'entrer au bloc opératoire. Le législateur va donc devoir intervenir. Nous devons, merci, moi c'est fait, nous documenter pour comprendre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle non supervisée ne doit certainement pas aujourd'hui intervenir en médecine parce que cette boîte noire me paraît extrêmement dangereuse. Il va falloir trouver des cliniciens, des radiologues, des data scientists, des législateurs, former toute une population qui n'existe pas aujourd'hui alors que l'intelligence artificielle, ça y est, elle galope, pour alimenter
l'intelligence artificielle, ce que je fais comme je vous le disais, mais la superviser, valider les chemins utilisés par l'intelligence artificielle si c'est possible, parce que ça ne sera pas toujours le cas, créer des entités médico-juridiques, et puis revoir la formation des médecins et des data scientists qui devra être complètement renouvelée. Donc finalement, certains trucs étaient mieux avant, c'est certain, mais on ne pourra pas échapper, et c'est peut-être pas un mal. En tout cas, il faut absolument qu'on maîtrise le progrès pour qu'il nous serve et non pas nous desserve. Merci.